Salut Carlotta, Salut Raphaël, ça va? ça va et toi? Ouais, très bien. Pas trop impressionné par le compte à rebours avant de démarrer le... Il met la pression, ce compte à rebours. Salut tout le monde, salut à ceux qui sont déjà connectés. Il y a déjà 9 personnes, trop cool. On va attendre un petit peu que les gens se connectent et puis d'ici 2-3 minutes, on on lancera l'événement. Et bah ouais, depuis hier, ça va? Parce que nous, on a eu la chance de se voir en live hier Tout à fait. On s'est vu hier à Paris. Donc, on se revoit aujourd'hui. On enchaîne. sur le ouais, sur le même sujet toujours. Mais, euh, Mais là, on va rentrer un peu plus dans la thématique du jour. On attend encore quelques personnes. Salut Jérém, salut Charlotte. Salut. Attends encore un peu et on va démarrer. D'ici 1 minute. Hop. Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire où vous êtes? D'où est-ce que vous nous écoutez? On peut avoir des lieux sympas. Roufache. Alors attends, je suis obligé de chercher, hein. Ok, c'est à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne. Cool. Pas loin de Colmar. Ok. De Lille. Et oui. Eh bon, écoute, on va démarrer, on va te laisser déjà. On va se présenter déjà. Donc, bah déjà, merci à ceux qui nous ont rejoints et qui sont connectés aujourd'hui. Bah, j'ai la chance pour le live Dieta de recevoir Carlotta Guel, donc PMM, Product Marketing Manager, on va dire, chez Decathlon Outdoor. Et puis, bah, je te laisserai faire la petite pub pour ton podcast. Et bah, vas-y, je te laisse te présenter. Oui, avec plaisir. Déjà, merci à ceux qui nous équipent. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Donc moi, c'est Carlotta. Aujourd'hui, je suis PMM pour l'application Decathlon Outdoor. Donc c'est l'application de randonnée de Decathlon. Je suis originaire de Barcelone, donc moitié espagnole, moitié française. J'adore les sports outdoor, le ski. Voilà, ça fait 2 ans, bientôt 2 ans que je travaille chez Decathlon Outdoor. Avant, j'ai travaillé un peu dans le B2B et beaucoup dans le produit physique au sein du groupe SEB. Donc, ce qui fait pas mal d'expérience en product marketing dans des domaines assez différents. Et voilà, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et mon podcast, bien sûr, Product Marketing Stories. Podcast, si ça vous intéresse d'aller plus loin sur le product marketing, où j'interview toutes les 2 semaines une personne, PMM ou non. Il y a aussi des head of product, des head of des CMO aussi que j'interview pour parler de product marketing et de sujets assez divers. Et on fait en ce moment une capsule Decathlon, donc pour vraiment aller chercher et comprendre la culture produit chez Decat. Donc ça vous intéresse. Il y a déjà 2 épisodes live. Trop cool. Bon, tu dors jamais en fait. Ouais, c'est ça. Bon, bah, super. En tout cas, moi, je suis super content de t'avoir dans ce webinaire. Ça part un peu d'une problématique que j'ai rencontrée, c'est euh, bah, comment tu fais quand dans une équipe produit, t'as pas de PMM. Et donc, comment tu adresses tous ces sujets de stratégie de go-to-market, comment tu fais pour bien positionner ton produit, comment tu fais pour bien lancer et bien communiquer sur tes nouvelles fonctionnalités. Et donc du coup, bah, c'est parti de ça. Et voilà, le métier et le rôle de PMM a un peu le vent en poupe. On en entend parler beaucoup. C'est super quand on en a dans l'équipe, mais quand on n'en a pas, et ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui dans ce podcast, tiens, je prends ta place, dans ce webinaire. Et bah écoute, je vais te laisser la main et tu peux partager ta petite presse et let's go. Ok. Ça
On y va. Hop, donc j'ai préparé une petite présentation et comme tu l'as très bien dit, Raphaël, ce que je vais essayer de faire sur les 20 minutes, enfin 30 minutes de présentation et après, du coup, questions-réponses, c'est de donner un peu des clés de comment est-ce qu'on peut penser et avoir des bonnes pratiques product marketing quand on est PM ou quand on fait quand on est product designer ou s'il y a des marketeurs aussi dans la salle. Donc voilà, l'idée c'est de vous donner des bonnes pratiques et de vous dire aussi quel est le focus à avoir potentiellement selon le manque qu'il y a. Vu que le PMM c'est aussi un scope assez large, on ne peut pas toujours tout faire. Donc j'en parlerai aussi à la fin de la présentation. Du coup, on y va. Je me suis présentée et on va commencer avec un sondage. On va commencer facilement. Du coup, est-ce que vous pouvez mettre du coup un, B, C ou D, je me suis trompée. Du coup, si vous avez pas de PMM dans votre équipe, si vous travaillez avec un PMM mais vous comprenez pas trop son rôle ou la complémentarité, c'est un peu compliqué. Si vous travaillez avec un PMM et ça vous a changé la vie, ou si vous êtes vous-même un PMM. Alors là, j'ai du PMM, du pas de PMM dans la team. J'ai pas de PMM dans l'équipe, j'ai pas de PMM dans l'équipe, j'ai pas de PMM dans l'équipe. Bon, ça tombe bien. Euh, Ah, Charlotte, salut. ouais, PMM, du coup. Donc, on a des PMM et des gens qui ont pas de PMM dans l'équipe, principalement du PMM en devenir. Zéro, ça veut dire quoi, Jérém? Pas de PMM dans son département. Tout à fait. Je vois encore quelqu'un qui est en train de taper et puis après on te laissera continuer. Mais PMM aussi. Ouais, donc on a principalement soit des PMM, soit des gens qui n'ont pas de PMM dans leur équipe. Ok, très bien. Ça tombe bien. Du coup, pour commencer déjà, très courte introduction en une phrase, qu'est-ce que c'est que le product marketing? Parce qu'avant d'être un rôle et d'avoir des personnes qui font du PMM à proprement dit, le product marketing, c'est avant tout une discipline. Et l'objectif du product marketing, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on va trouver le fit entre le marché et le produit. Et ça passe par assurer l'adoption du produit, optimiser sa valeur et du coup toute la partie revenu et faire comprendre la valeur du produit à notre audience. Et ça, qu'on soit PMM ou pas, quand on lance un produit, il faut y arriver. Et donc, quand il n'y a pas de PMM, quand il y a un nouveau produit ou une idée, c'est souvent les CEO qui va d'abord, en fait, devoir faire ce travail-là. Mais voilà, c'est vraiment le message là que je voulais faire passer. C'est aujourd'hui, il y a un rôle PMM parce que l'écosystème produit aussi se structure et est de plus en plus mature. Mais quand il n'y a pas de PMM, c'est toujours d'autres personnes qui vont s'en occuper. Et d'où l'objet aujourd'hui de se dire, en fait, comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas forcément expert en la matière pour avoir des bonnes pratiques. Donc, si on se place rapidement sur aujourd'hui la place du product marketing dans la tech, on a d'un côté à gauche le product management avec le fait de construire, de builder le bon produit, les bonnes fonctionnalités par rapport aux besoins problématiques des users. Et on va avoir sur la droite la partie plutôt marché avec souvent des équipes marketing growth qui sont vraiment là en experts de channel de communication, channel de distribution, qui vont travailler sur l'ensemble du funnel pour acquérir et adopter et driver l'adoption et la récurrence, la rétention des utilisateurs. Et quand on est en B2B ou en B2B2C, on va aussi avoir des équipes sales qui sont principalement là pour closer des deals, pour faire de l'upsell, etc. Et entre les deux, entre le produit, entre le marché, c'est là qu'il y a le product marketing. Et l'objectif, du coup, c'est vraiment d'articuler la proposition de valeur pour aller chercher la bonne audience, pour aller les chercher au bon moment et du coup, avec le bon produit. Et quand il n'y a pas de PMM, souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a une sorte de scission, une sorte de mur entre les deux. Et c'est souvent à ce moment-là que
le produit ne trouve pas son marché, soit parce que côté marché, équipe marketing, en fait, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à bien diffuser et communiquer la proposition de valeur du produit. On ne sait pas forcément quelles sont les bonnes audiences, donc on s'adresse à tout le monde. On pousse pas les bons messages parce qu'on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse. Et donc, c'est à ce moment-là où ça patine un peu. Et du même et côté produit, ça peut aussi être l'enjeu de dire, en fait, on a les insight users, on travaille sur l'utilisation, quelle va être l'utilisation du produit, mais on n'a pas l'information du buyer persona, donc la personne qui va acheter. Donc, en fait, on va avoir un super produit, mais on va pas réussir à le vendre parce que on n'a potentiellement pas les bons arguments, les bonnes features aussi produits pour que les personnes achètent. Surtout quand on est en B2B, souvent on n'a pas les user persona, les users et les buyers peuvent être différents et vont pas avoir les mêmes attentes. Super clair. Donc l'enjeu vraiment, quand il n'y a pas de PMM, c'est qu'en fait il faut quand même réussir à trouver cette connexion entre le produit et le marché, et ça passe par réussir à délivrer de la valeur pendant tout ce qu'on appelle le customer journey, donc du moment où la personne, le potentiel client, utilisateur va vous connaître, va apprendre que vous existez, jusqu'au moment où il va s'intéresser à vous. Du coup, il veut en savoir plus, il va vous acheter, vous utiliser, et après le réutiliser dans le temps, et même du coup le recommander à ses pairs. Donc, ce que je vous propose après cette courte introduction, c'est d'aller un peu ouvrir les buckets principales ce que c'est du product marketing, et de se dire, en fait, il y a trois grosses parties sur lesquelles on peut, en tant que PM, avoir ou product designer, de se dire, en fait, ok, je suis PM, mais comment est-ce que je peux réfléchir à des pratiques product marketing. Donc la première partie sur laquelle je vais focus, ça va être la compréhension marché pour se positionner son produit versus la concurrence. La deuxième partie, ça va être sur comment est-ce qu'on réfléchit, on définit la proposition de valeur pour être pertinent auprès de la cible qu'on va aller chercher. Et la troisième partie sur l'orchestration du go-to-market. Donc comment est-ce qu'on assure cette cohérence de message et s'assurer qu'on met tous les efforts au bon endroit avec la bonne intensité. Donc, rentrons dans le premier sujet, compréhension du marché. Parce que souvent, ce que j'ai vu principalement la différence entre PM, PMM sur cette partie-là, parce que ce que je veux pas dire, c'est que le PM est complètement ignore le marché et ne va pas du tout chercher les insights, parce que c'est pas vrai. C'est la différence dans laquelle on va le faire quand on est product marketing ou PM. Quand on est PM, cette compréhension de marché, souvent, elle est vraiment très focus sur le produit, sur les features, et te dire, OK, qu'est-ce que notre produit a, qu'est-ce que la concurrence a, et qu'est-ce qu'on fait de mieux, qu'est-ce qu'on doit aller chercher pour rattraper le marché, ou qu'est-ce qu'on doit faire pour se différencier. Donc, c'est très produit oriented, si je peux dire ça comme ça. Quand on regarde, quand on essaye de prendre un peu de recul, l'idée c'est de se dire, OK, on comprend on connaît nos acteurs, donc on a bien sûr, là je prends l'exemple de Decathlon Outdoor, on va voir nos concurrents directs, et souvent c'est sur eux qu'on va toujours se focaliser, parce que c'est ceux qui sont le plus proches de notre proposition de valeur, donc on va forcément toujours aller regarder les fonctionnalités qu'ils ont, comment est-ce qu'ils en parlent, et quels sont leurs facteurs de différenciation. Mais il faut pas oublier aussi qu'on peut avoir aussi les concurrents qu'on va dire indirects, donc qui ont une proposition de valeur qui est pas tout à fait la même que la nôtre, mais qui potentiellement est utilisée aussi par notre audience et par les personnes qu'on veut aller cibler. Et c'est super important de l'avoir en tête, parce que la manière dont on va vendre le produit va être différente si notre audience utilise Wikiloc versus si en fait ils utilisent Google Maps. La proposition de valeur n'est pas la même, et on va avoir des facteurs différenciants qui vont être du coup pas du tout les mêmes, et une force aussi pour se différencier. Et on a aussi ce qu'on peut appeler le statu quo. Donc Decathlon Outdoor, ce serait typiquement ceux qui utilisent encore les cartes papier, qui vont dans les offices du tourisme. C'est aussi c'est aussi un concurrent finalement, et on va pas non plus se positionner de la même manière si on veut aller chercher la cible qui aujourd'hui utilise les cartes papier.
Et donc, une fois qu'on a ça, c'est de se dire, OK, bah, en fait, on a un marché avec des concurrents, des alternatives qui vont parler de leurs produits. Et donc, comment est-ce qu'ils en parlent? Parce que c'est aussi ça qui est super important, c'est comprendre comment est-ce que les concurrents et les alternatives vont parler de leurs fonctionnalités pour se dire où est-ce que eux, du coup, veulent se mettre en avant, quel type de bénéfices ils veulent mettre en avant et où est-ce qu'au contraire, ils sont moins présents. Et donc, c'est aussi très important de le travailler en amont et de se dire, bah, OK, on a ces fonctionnalités-là, mais en fait, est-ce que l'alternative en parle vraiment? Qu'est-ce qu'elle met en avant? Et du coup, pourquoi elle le met en avant et pour qui? Et enfin, c'est d'aller regarder comment est-ce qu'ils le mettent en valeur. Donc là, typiquement, j'avais mis, ce sont des screenshots de certaines applications et de se dire, bah, en fait, si tout le monde dit les mêmes choses ou se différencie plus ou moins, comment est-ce qu'on va, nous aussi, comment est-ce qu'on peut se différencier sur le marché aussi par le tone of voice et le branding. C'est ça aussi qui peut être un facteur de différenciation en fait. C'est pas uniquement la fonctionnalité en tant que telle, mais c'est comment est-ce qu'on va la mettre et la montrer sur le marché. Ok, Donc, du coup, Carlotta, en fait, ce que tu dis là, c'est que en tant que PM, finalement, ou en tant que, enfin, parfois, moi, je travaille cette partie aussi avec les product designers. Il faut l'avoir d'un prisme, en fait, vraiment marketing, communication, et se projeter dans, euh, comme tu disais tout à l'heure, pas seulement mes fonctionnalités, pas seulement comment je vais créer une valeur différenciante, etc. Mais déjà penser dès la conception à comment je vais le communiquer, comment je vais me différencier sur cette communication et ce branding, en fait. ouais, exactement. Et c'est exactement ça, en fait, c'est de se dire, OK, on veut régler un problème, on va le faire avec une fonctionnalité X ou Y pour résoudre ce problème-là. Donc ça, c'est 100% PM et travail avec l'équipe produit et design. Comment quel va être lui, quels vont être les boutons, comment est-ce qu'on va le montrer, etc. Mais du coup, c'est aussi réfléchir à, en fait, OK, on a cette fonctionnalité-là, mais comment est-ce qu'on va la mettre en avant pour que les utilisateurs soient prêts à payer pour ça ou soient prêts à l'utiliser versus un autre produit. Et du coup, quels vont être les messages qu'on va vouloir mettre en avant. Et du coup, ouais, en effet, ça c'est dès le début, quand on est en train déjà de réfléchir à quelle va être la fonctionnalité, parce que cette réflexion-là peut faire évoluer la manière dont on va développer la fonctionnalité. Selon s'il faut vraiment la mettre en avant, est-ce qu'il faut à quel point il faut qu'elle soit intuitive ou moins, etc. Le biais que je vois peut-être en tant que product manager, c'est de se dire, non mais attends, je suis en train de créer une fonctionnalité, mais qui vient disrupter le marché. C'est sûr que tout le monde va la vouloir, alors qu'en fait, et non seulement va la vouloir, mais va vouloir même payer pour avoir cette fonctionnalité-là. Et en fait, peut-être qu'au moment où tu vas le mettre sur le marché, en fait, tu vas pas rencontrer ton market fit parce que bah, tu n'auras pas travaillé ce branding et tu l'auras pas vu suffisamment d'un point de vue acheteur, comme tu dis, la perspective de l'acheteur, mais plus comme toi en tant que ton bébé que tu as créé, et tu te dis, mais forcément, tout le monde va la vouloir, quoi. Oui, et c'est aussi du coup, si je rebondis, c'est aussi à ce moment-là, on va se dire bah, quel est le niveau d'éducation entre guillemets que je dois avoir sur le marché sur cette fonctionnalité-là, parce que souvent nous on est dans le bain et on se dit bah forcément tout le monde va comprendre comment ça s'utilise et quelle va être la valeur. Et en fait souvent il y a aussi cette partie-là et c'est à ce moment-là qu'il faut aussi réfléchir sur en fait comment on va communiquer, mais comment est-ce qu'on va le rendre aussi pédagogique quand il y a aussi le besoin de le faire, parce que souvent c'est aussi ça, c'est en fait ok ça existe, mais pourquoi ça me sert et enfin qu'est-ce que je vais en faire et c'est justement comment est-ce qu'on crée cette perception de valeur qui se dit ok ça fait complètement sens par rapport à mon usage. Donc si on passe à la deuxième partie sur la réflexion sur la proposition de valeur, donc la proposition de valeur et du coup c'est vraiment lié à le concept de positionnement, et quand on parle de positionnement en fait c'est en gros comment est-ce que
comment est-ce que vous êtes perçu sur le marché et comment, si par exemple, vous êtes pas, comment est-ce que comment est-ce que le marché, les personnes vont parler de votre produit si vous n'êtes pas avec si vous n'êtes pas avec eux. Donc c'est vraiment ça le positionnement. C'est quelque chose qui est externe et que on peut pas forcément nous en interne contrôler à 100%. On peut l'influencer de par le produit, de par le branding, le tone of voice, mais au final c'est quelque chose que on peut pas contrôler à 100%. Et c'est ça la complexité. Et du coup ce travail-là de se dire comment est-ce que on le contrôle un maximum. Et ça passe premièrement par définir quelle est l'audience à qui on veut s'adresser, parce que selon l'audience à qui on veut s'adresser, on va pas avoir la même vision produit, on va pas avoir la même roadmap produit, on va pas développer les mêmes fonctionnalités entre le trailer à gauche qui recherche la performance et je sais pas, Marine à droite qui cherche juste à prendre l'air et à faire ses 10 000 pas par jour pour rester en forme. On va pas du tout dire la même chose, on va pas pousser les mêmes fonctionnalités et on va pas les vendre de la même manière. Donc le premier travail merci Raph. Le premier travail quand en tant qu'on soit PM, enfin peu importe notre job, en fait, c'est de se demander à qui on s'adresse et à qui est notre audience aujourd'hui et est-ce que l'audience qu'on veut avoir demain, la cible qu'on veut cibler demain, est-ce que c'est celle qu'on a aujourd'hui? Et potentiellement, ça peut aussi amener des réflexions à un besoin de repositionner son produit ou à un besoin de rebrander sa marque. Et ça, c'est des choses qu'il faut avoir en réflexion dès le début pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Et de la même manière, du coup, en continuité, une fois qu'on connaît notre cible, ça va être de se dire, OK, comment est-ce qu'on va mettre en avant les bénéfices et la valeur du produit et de la fonctionnalité. La fonctionnalité, c'est toujours c'est la reason why, c'est ce qui va rassurer les utilisateurs, les clients, parce que c'est quelque chose de concret. Donc typiquement ici, si je donne un exemple, ça va être avec notre application, on a aujourd'hui le profil altimétrique, c'est une fonctionnalité. Donc comment est-ce qu'on s'élève, on fait un étage en plus qui est du coup quel va être le bénéfice pour notre utilisateur. Le bénéfice d'avoir un profil altimétrique, c'est de voir tout simplement le dénivelé pendant une sortie. Est-ce qu'il y a 1000 mètres de dénivelé ou 300 mètres, c'est pas la même chose. Donc c'est cette visualisation et l'étape d'au-dessus qui amène vraiment cette différenciation, qui permet cette différenciation sur le marché et faire évoluer la manière dont on va le vendre, c'est la valeur perçue. Et donc là, par exemple, nous, la valeur qu'on veut faire comprendre à nos utilisateurs via ce profil altimétrique qui te permet de voir le dénivelé, c'est en fait, tu peux partir sereinement parce que tu vas pas avoir de mauvaise surprise avec un pic avec une montée à 1000 mètres ou 700 mètres et t'aider à programmer tes pauses et à te dire ok, donc du coup la première partie est plutôt compliquée, on le fait au début et puis après on fera la pause déj à la fin de la sortie ou juste après. Donc c'est ça la valeur qu'on veut véhiculer derrière. Donc quand on crée une fonctionnalité, il y a toujours cette réflexion-là de se dire, OK, on a une fonctionnalité, mais à quoi elle sert? Et quelle va être la valeur derrière? Pourquoi est-ce qu'elle va être utile pour mon utilisateur final ou pour mon client final? Donc, derrière, l'idée, c'est de… Ouais. Tu peux revenir sur 2 slides en avant, du coup, s'il te plaît? Celle-ci? Encore avant? Non, celle d'après, du coup. Ouais, c'est vrai. C'était pour faire juste un petit focus sur en fait la différence finalement entre un persona marketing et les personas qu'on va avoir nous plutôt côté produit. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu en 2 mots la différence finalement nous par exemple sur Decathlon Ride on s'est appuyé sur les personas marketing qui avaient été déjà définis par les sports pour nous aider à aller creuser et affiner nos personas produits. Est-ce que tu peux expliquer rapidement peut-être la différence, s'il te plaît? Oui. Après, je pense qu'il faut faire attention à justement essayer de pas trop créer de silo entre persona produit et persona marketing, parce que c'est à ce moment-là où on crée une session et du coup, on parle pas le même langage déjà en interne. Donc, impossible que dans l'externe, ce soit compréhensible. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire, le produit va plus regarder le user persona, donc la personne qui va utiliser le produit. Donc, ça va être toute la partie user research,
de OK, j'ai Decathlon Ride, comment est-ce que au day-to-day, mon utilisateur va vraiment utiliser le produit, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. Mais derrière, côté marketing, enfin en tout cas quand on va aller sur le marché, cette même personne, on va aussi lui demander, bah, en fait, est-ce que tu payerais pour cette application, ou qu'est-ce qui ferait que tu payerais, ou qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de dire OK, il y a assez de valeur pour que je paye un forfait premium par exemple. Donc en fait, c'est plutôt dans cette démarche-là de dire OK, on a l'utilisateur, mais cet utilisateur est aussi potentiellement acheteur, ou on peut avoir l'un ou l'autre, et du coup de bien l'avoir en tête. Ouais, en fait, c'est peut-être se dire, comme disait Rami dans le chat, il disait très, très bonne remarque de ne pas avoir des noms de personnages différents. En fait, finalement, il faut juste se dire que c'est la même chose, mais il y en a un qu'il faut penser pour lui vendre éventuellement un produit, le produit ou une fonctionnalité. Et ce même persona va être peut-être plus détaillé ou plus affiné sur la partie user pour te permettre d'aller plus loin dans ce que tu vas lui proposer d'un point de vue fonctionnalité. Et peut-être en fait garder en tête que c'est la même personne finalement, mais avec un niveau de détail peut-être différent selon ce que tu vas adresser en fait. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, typiquement, il y a cette volonté chez Decat aussi d'avoir un langage commun, et donc de comprendre à la fois l'usage et le comportement d'achat, parce que à la fin, c'est surtout en B2C, c'est souvent la même personne. Ok, du coup, ce que je disais, c'est une fois, souvent ce travail de dire ok, on a une feature, on a un bénéfice, on a une valeur qui est alignée. Le plus compliqué, en fait, c'est la communication en interne et de se dire, OK, ce que moi, en tant que PM, product designer, la manière dont je design le produit, pour quel frein, pour quel problème utilisateur je le fais, il faut que ça passe après sur le marché, que ce soit compris. Et donc, ce qui est vraiment important, et je pense que c'est une best practice qu'on peut faire quand il n'y a même pas de PMM, c'est de dire, mais en fait, on a un document qui recense toutes ces informations-là. Dans ma communication, voilà les piliers clés sur lesquels on veut mettre en avant Decathlon Ride. Est-ce que c'est sur pouvoir utiliser mon vélo électrique super facilement parce que c'est connecté. Enfin voilà, tous ces sujets-là. Quels sont les bénéfices et quelles sont les features alignées. Donc, ce qui permet derrière de vraiment clarifier la communication et de se dire tout le monde va dire la même chose sur n'importe quel canal. Et ça passe aussi, oui, voilà, principalement c'est ça. Et donc, si je parle sur la partie go-to-market, donc en continuité de ce que je disais, ce qui peut être très intéressant aussi pour clarifier le niveau d'investissement qu'on veut aussi mettre à la fois sur la fonctionnalité et sur sa communication et s'aligner avec les différentes équipes, c'est de faire un système de tiering pour aligner vraiment en fait les objectifs produits et business. Parce que si d'un côté, côté produit, on développe une super fonctionnalité game changer, mais que l'investissement en communication et en marketing, il n'est pas là, il y a un déséquilibre. De la même manière que si on communique énormément sur une feature qui en fait est anecdotique entre guillemets. Donc l'objectif, c'est vraiment de s'aligner sur est-ce que un tiers gold, silver, bronze, selon l'impact business, selon le changement dans l'utilisation du produit pour l'utilisateur et du coup vraiment l'impact au global, on va mettre plus ou moins d'efforts et on va s'aligner là-dessus par rapport au développement des contenus et à la prise de parole qu'on va avoir dessus. Yes, Carlotta, du coup, si tu n'as pas de PMM là dans ce cas-là, toi en tant qu'équipe produit, est-ce que tu pars plutôt sur comment dire, est-ce que tu vas sonder, est-ce que tu vas interviewer tes utilisateurs, est-ce que tu vas plutôt faire ça en chambre avec l'équipe marketing si tu as une équipe marketing? Comment tu fais cette priorisation finalement si tu n'as pas de PMM? Je pense que ça part du produit. Donc, vous avez votre roadmap produit, vous la construisez. Quand vous avez votre roadmap avec les différents objectifs, les fonctionnalités à créer, l'objectif, c'est de se dire, OK, cette fonctionnalité, quel est l'impact sur l'utilisation du produit? Est-ce que
c'est uniquement un changement d'interface et ça va rien changer à part des couleurs ou une utilisation mais qui va être très smooth. Ou au contraire, ça change complètement la manière dont même le positionnement du produit parce que on change la manière je sais pas, pour Decathlon Outdoor, ce serait on rajoute 3 nouveaux sports d'un coup. Bon bah ça, on change drastiquement la manière, enfin ce qu'est Decathlon Outdoor. C'est plus une application uniquement de randonnée et de vélo. Donc c'est de se dire ok, quel est le niveau d'impact sur le produit, sur sa perception et l'impact business. Est-ce que par rapport aux métriques associées aux fonctionnalités, est-ce qu'il y a un énorme impact pour la rétention, pour l'adoption, quel est le KPI vraiment que vous voulez faire bouger et l'impact sur le pricing pour un produit payant, est-ce que c'est une feature qui est payante, est-ce que c'est une fonctionnalité qui est gratuite, est-ce qu'elle peut faire passer justement du gratuit au payant, et donc ça, vous pouvez faire vous des hypothèses, des recommandations, et après le partager aux équipes marketing, sales aussi, quand on est en B2B, pour s'aligner, se dire, OK, est-ce que ça fait sens ou pas? Et surtout, de se dire, OK, par rapport à ma roadmap sur 3 mois, est-ce que j'ai 3 fonctionnalités qui sont gold, ou est-ce que j'ai que du bronze? S'il y a que du gold, il y a aussi une question de se dire, OK, est-ce qu'on va avoir la bande passante pour le faire? Est-ce qu'il faut anticiper les ressources côté marketing? Est-ce que c'est que du bronze et est-ce que du coup on est assez impactant? Est-ce qu'on passe pas à côté de quelque chose? Est-ce que il faut ça? Est-ce que on est bien dans on pense bien aux fonctionnalités qu'on veut créer pour la cible qu'on veut adresser? Donc c'est aussi ce type de réflexion qui permet à la fois côté produit de mapper et après de créer et de générer des discussions côté marketing sales qui peut être super intéressante pour l'alignement derrière. Ok, et ça tu le fais en amont du coup, tu le fais à quel moment en fait, quelle étape? Bah, du coup, typiquement, quand le produit travaille sur sa roadmap produit, Ouais. à ce moment-là, nous, typiquement, on met un petit emoji, enfin gold, silver, bronze. Okay. Donc, c'est vraiment en début de quarter. Je sais pas comment vous fonctionnez, mais nous, du coup, par quarter, qu'on va le faire. Donc, comme ça, après, on se pose plus la question, quoi. Presque avant la conception, tu as ton opportunité. Ouais, exactement. En fait, c'est complètement. Ok. Ouais, c'est intéressant en plus parce que ça veut dire que tu peux carrément avoir une fonctionnalité qui, sur le principe, va pas être disruptante, mais va apporter de la valeur et que toi, tu as décidé de mettre dans une offre premium, du coup, que tu vas avoir besoin de communiquer quand même pas mal dessus parce que derrière, ça génère du business, etc. Tu vas pouvoir la mettre à un même niveau qu'une fonctionnalité qui est gratuite, par exemple, mais en revanche, qui crée un effet waouh. Et c'est assez cool de voir qu'en fait, il n'y a pas de corrélation entre forcément le côté je veux pousser à fond business ou je veux. En fait, ça dépend vraiment de la stratégie que tu vas avoir sur le moment et sur ton opportunité ou même au niveau fonctionnalité que tu vas lancer. Oui, et ça permet aussi de potentiellement se remettre en question ou de se dire, en fait, on propose une fonctionnalité, voilà, nous, l'impact qu'on pense, c'est, si on discute avec des sales ou le marketing, ça peut être, en fait, non, je pense pas pour telle X et Y raison. Et donc, potentiellement, repenser, est-ce que finalement c'est moins important ou il faut repenser, en fait, quelle est la proposition de valeur derrière cette feature et du coup, impacter la discovery, tout le reste du process produit, quoi. Très cool, super clair. Et donc, typiquement, ce que je peux recommander aussi en termes de process, enfin en tout cas de travail quand il n'y a pas de PMM et qui peut être fait aussi et qu'on travaille nous avec les PM, les product designers, c'est de définir un process, un peu un template pour justement ces tiers, ces fonctionnalités importantes gold, silver, pour assurer cet alignement. Et derrière, en fait, que on s'assure que vous passiez pas des heures à dire à chaque fois à tout le monde c'est quoi cette fonctionnalité, à quoi elle sert, pour qui elle est, etc. Donc vraiment un document avec toutes ces questions-là que j'ai listées. Ça prend pas 1000 ans, ça permet de se poser les bonnes questions dès le départ, d'intégrer aussi les équipes côté marché, notamment sur la partie go-to-market, sur la partie product limitations, qui est aussi super importante dans la communication. S'il y a une limitation produit,
il faut le savoir. Parce que potentiellement, si on le dit pas, ça peut créer de la frustration, de la non-compréhension de comment ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est aussi une recommandation à faire dès le lancement d'une nouvelle fonctionnalité. C'est un document qui vit, donc on fait une première passe, ensuite ça va évoluer, mais vraiment l'avoir à l'écrit. Donc rien de révolutionnaire dans ce que je dis, mais en tout cas bonne pratique qui fonctionne. Et en recommandation aussi de lancement, on en parlait. Et par rapport à ce que tu disais, Raph, oui, on peut avoir plusieurs fonctionnalités, c'est de se dire, on sait qu'aujourd'hui, les utilisateurs, nos clients n'utilisent pas que notre produit, qu'on a énormément de communication, qu'on n'ouvre pas toute une newsletter, qu'on n'accepte pas d'avoir que des push notifications. Donc, comment est-ce qu'on est aussi pertinent quand on va parler à nos utilisateurs? Et donc, de se dire, potentiellement, on va pas quand on lance une fonctionnalité, c'est pas le moment où on va communiquer dessus, parce que c'est peut-être pas le bon moment pour l'utilisateur, et on va choisir un moment approprié pour en parler. Et potentiellement, de se dire, en fait, on va pas parler que de cette fonctionnalité qui est sortie, mais en fait, on va le coupler parce que ça fait sens dans le use case, dans le use case de l'utilisateur. Et donc, de communiquer en une fois et de se dire, OK, voilà toutes les nouveautés, pourquoi c'est important pour vous, qu'est-ce que vous allez y gagner et pourquoi est-ce qu'on vous le dit maintenant. Nous, vraiment les informations produits, ça, et de manière générale, c'est très recherché. Et ça plaît aux utilisateurs, ça plaît aux clients de voir que leur application évolue, qu'ils ont de plus en plus de valeur aussi entre leurs mains. Et donc, il faut pas avoir peur de communiquer sur le produit. Il faut bien le faire, il faut dire les bonnes choses. Il faut pas juste dire la fonctionnalité est là. Il faut expliquer pourquoi elle est là et qu'est-ce qui est important et pourquoi on le fait. Et quand ça, c'est compris, ça marche. Basé, là, je voyais 57% de taux d'ouverture par rapport à la moyenne qui est à 37%. La moyenne de chez Decat ou la moyenne? C'est chez nous. Enfin, les moyennes, on va dire, Decathlon Outdoor dans nos newsletters globales, quoi, par exemple. Et qu'est-ce que justifie que celle-là, elle a été plus ouverte, par exemple? Ça, c'est un exemple de newsletter produit. On en fait plein et les newsletters produits sont toujours au-dessus de la moyenne. Dès qu'on parle de les nouvelles fonctionnalités, découvrez ce qui est nouveau, c'est ultra concret. Les gens, ceux qui l'ouvrent, savent qu'ils vont apprendre des choses, qui vont potentiellement du coup pouvoir utiliser leur application d'une autre manière ou l'améliorer, d'une manière améliorée. Donc, c'est la valeur en fait qu'on apporte et on le dit tout de suite dans l'objet et comme ça, on s'assure que l'email est lu, quoi. Super clair. Et d'ailleurs, dans ces mails-là, on va mettre un CTA assez bas parce que l'objectif, c'est pas d'avoir une réactivité dans l'email, c'est que les gens lisent. Derrière, ils vont aller voir leur application, mais l'objectif, c'est qu'ils soient au courant de ce qu'on leur dit. Sur la newsletter, vous avez mis une heatmap ou un truc comme ça pour voir justement si ça scrolle, si c'est bien en dehors du taux d'ouverture? Oui, on regarde souvent les CTA, quel est le niveau de clics sur les CTA. Donc ça, on peut le voir facilement. Et après, souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est d'accompagner la newsletter. Souvent, elle n'est pas toujours lue. Il y a quand même une partie des personnes qui l'ont pas ouverte. De l'accompagner avec une push notification. Pareil, au bon moment, pas forcément le jour J, le même jour que ça sort. Mais pareil, de se dire, le samedi, une push notification en disant, vous avez, il y a ça qui est nouveau dans l'application, allez le tester. Et donc là, on est beaucoup plus dans de la réactivité et dans la volonté que les utilisateurs ouvrent l'application et aillent découvrir qu'est-ce qui a changé. Donc, ce qui est assez complémentaire. Ok. Et pour faire une bonne newsletter quand on est PM, je vous laisse, j'ai mis le lien si jamais tu pourras le renvoyer, mais ou abonnez-vous à Decathlon Outdoor, c'est vrai, nos newsletters. Et après, on et pour finir, j'avais aussi quelques exemples sur l'importance aussi de pouvoir avoir une bêta pour quand on a une application, que ce soit pour le produit et pour le marketing. Donc nous on avait lancé une bêta publique il y a bientôt 1 an pour quand on avait refait toute notre application en partant. Enfin, voilà, toute l'application avait été refaite. Et donc il y avait eu 2 raisons principales. Côté tech, bien sûr, dérisquer, valider toutes les décisions techniques, mais aussi valider toutes les décisions UI pour l'expérience user et voir quelle était la perception de valeur, la perception de l'application avec ce changement, parce que vraiment tout changeait, quoi.
Donc, principalement, ça a été une bêta sur 4 mois. On a eu 3000 et quelques bêta-testeurs. Et donc, on a fait vraiment un plan dédié go-to-market. Et d'ailleurs, j'ai fait un live sur ce sujet-là. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le lien. Mais ce qui est très important, en fait, si on veut avoir une communauté bêta-testeurs qui est là pour tester les fonctionnalités en amont, c'est déjà de leur dire pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à venir et donc vraiment de créer des contenus spécifiques, que ce soit une landing page, que ce soit un article, n'importe quoi, mais vraiment leur faire comprendre qu'est-ce que vous avez à y gagner, avoir accès aux fonctionnalités en avant-première, pouvoir nous faire vos retours, co-créer l'application avec nous, etc., etc. Et d'avoir aussi un espace dédié pour eux pour qu'ils puissent faire leur retour aussi. Donc que ce soit via la FAQ, que ce soit in-app avec des screenshots et que les bugs remontent rapidement. Vraiment expliquer le concept et comment vraiment créer ce lien entre les bêta-testeurs et nous. Comment tu avais fait, Carlotta, pour justement les inviter à venir sur ces landing pages, etc. Finalement, comment tu as fait pour recruter ces bêta-testeurs? Par quel biais? Alors, ça, je l'ai beaucoup travaillé, et principalement avec l'équipe CRM chez Decathlon Outdoor. Donc, c'est eux vraiment qui ont la connaissance sur les outils Salesforce, voilà, sur les outils CRM. Et on est principalement passé par du CRM, par aller sur notre base de données, aller regarder, aller se dire quel est le type de bêta-testeur qu'on va avoir. Ça, c'est une question importante à se poser. Et de se dire, OK, nous, on veut on veut en bêta-testeur ceux qui créent beaucoup de sorties, parce que c'est cette fonctionnalité-là qu'on veut tester, par exemple. On veut ceux qui sont actifs, par exemple. Et du coup, on est allé chercher cette base de données et on leur a envoyé plusieurs mails dédiés on a fait un teasing en disant ça arrive. Donc un peu ce truc, on donne envie, on vous le dit pas, mais inscrivez-vous pour être au courant. Et ensuite, un batch de 3-4 emails d'acquisition avec à chaque fois des audiences un peu différentes, des petites audiences, enfin petites moyennes audiences pour pas fatiguer la base et de les spammer. Et donc c'est ce qui nous a permis d'avoir 3000 bêta-testeurs et derrière après de vraiment les onboarder sur ce bêta-test. Donc pas juste les acquérir et après les abandonner qu'ils n'entendent plus parler de nous, mais il y a aussi eu vraiment une stratégie d'onboarding avec des mails dédiés, des follow-up une fois par mois sur qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est nouveau, quelle est la timeline, et un mail de remerciement à la fin aussi, qui est super important quand on ouvre, de fermer aussi si jamais on veut fermer la bêta ou si c'était vraiment pour un sujet spécifique, de dire merci, la fonctionnalité est live, maintenant grâce à vous, vous pouvez en parler, et là se dire en fait j'en profite pour créer du contenu marketing. Donc, est-ce que vous êtes OK pour nous faire un témoignage vidéo, pour nous écrire 2-3 phrases sur comment vous avez perçu la bêta test, sur qu'est-ce que vous pensez de la fonctionnalité que vous avez développée avec nous? Parce que derrière, ça va être réutilisé en marketing pour parler de cette nouveauté-là. Et ça a encore plus d'impact de dire que ça a été travaillé main dans la main avec les utilisateurs. OK. Et ton canal de communication principal, c'était les mails, c'est ça? Ouais, du coup, mail. Après, on a aussi fait une campagne sur Instagram et on a aussi fait, ça a beaucoup moins marché, une campagne paid ads et ça a beaucoup moins marché parce qu'en fait, l'audience est si large que c'est beaucoup moins qualitatif, quoi. Donc, la recommandation, c'est vraiment d'aller chercher une audience cible pour aller recruter et pas d'être ultra large, quoi. Ok. J'ajoute un petit truc parce que, bon, on en avait parlé nous en off, mais tu as utilisé aussi l'outil Instabug pour permettre à tes bêta-testeurs de te remonter justement les potentiels problèmes ou remarques qu'ils auraient sur les fonctionnalités ou l'application de manière générale. Ça a bien fonctionné, Instabug? Oui, du coup, Instabug, en effet, c'est un outil qui est plutôt un outil dev tech qui sert, nous, qui nous a beaucoup servi parce que, en fait, en faisant un screenshot directement sur l'app quand tu as un bug ou un truc une recommandation que tu as, tout de suite, tu as une pop-in qui arrive. Tu peux écrire, nous, on peut catégoriser de notre côté quel est le sujet, pourquoi tu fais ce screenshot, ton commentaire, et après c'est directement envoyé aux équipes dev et tech. Et donc eux, ils ont l'information en temps réel. S'il y a un bug, un gros crash, une grosse problématique, ils sont instantanément avertis.
Et donc, ça a très bien fonctionné pour ça, en fait, cette réactivité et derrière de vraiment pouvoir voir aussi, à la fois avec les articles FAQ, avec Instabug, de faire d'avoir ces retours utilisateurs et de se dire, OK, qu'est-ce qui est le plus demandé? Quelles sont les problématiques, les bugs qui ressortent le plus? Et du coup, derrière, de pouvoir prioriser et de toujours être en contact en direct, on va dire, et en temps réel avec les utilisateurs. Par contre, je ne suis pas sûre que tu puisses utiliser Instabug sur ton application en prod, par exemple. Nous, on l'a fait en bêta et j'ai un doute là-dessus, donc peut-être à vérifier. Ok, et ben super clair, merci. Et voilà, dernière chose, j'avais 2 slides un peu plus high level, de se dire, en fait, quand on n'a pas de PMM, quelles sont les priorités? Comment est-ce qu'on se dit, en fait, j'ai pas de PMM, mais parfois, le PMM a un scope très très large, il peut être différent. Donc, je pense qu'il y a aussi une question à se poser quand il n'y a pas de PMM, c'est de se dire aujourd'hui où est-ce qu'on a besoin d'un PMM, où sont nos faiblesses entre guillemets, où est-ce qu'on veut se muscler, et du coup aller chercher si on a besoin d'un PMM, aller chercher un PMM expert là-dedans, ou si on compte pas et on peut pas recruter de PMM, se dire ok du coup je vais me former ou je peux pas faire tout ce qu'un PMM fait, donc je décide de me focus uniquement sur tel et tel sujet quoi. Donc typiquement côté produit, si on a vraiment l'enjeu, c'est d'aller chercher ce product market fit. Le travail, du coup, il serait plutôt sur te dire, en fait, je vais faire de la competitive intelligence. Donc, ma première partie, comprendre les personas, pas uniquement les users, user, buyer, persona, travailler mon positionnement. Donc, cette question d'aller de fonctionnalité jusqu'aux valeurs. Si mon enjeu, c'est d'aller chercher, d'augmenter l'adoption, la rétention, potentiellement le focus à ce niveau-là, ça va être est-ce que je dois faire plus d'enablement aux équipes, est-ce que je dois faire plus de contenu produit pour aller favoriser cette adoption, est-ce qu'il y a un sujet pricing, donc voilà, là je vous ai mis un peu une matrice qui peut aider. Et enfin la dernière trop cool, merci. Et enfin, la dernière chose, c'est quand est-ce qu'il y a besoin d'un PMM. En tout cas, vous pouvez vous poser la question. Par rapport à ce que j'ai dit, ça résume, je pense, ma présentation, c'est qu'il y a 3 raisons principales. La première, et celle qui arrive souvent, souvent un PM arrive à ce moment-là, c'est que le PM ne peut pas tout faire. Et en fait, dans cette réflexion-là, le PM ne peut pas tout faire. En fait, il y a un choix qui doit se faire. C'est est-ce que, en tant que PM ou responsable d'une équipe PM, je veux qu'on se focus principalement sur du product management, et du coup, on est plutôt en profondeur, mais on peut pas faire du coup la largeur et donc un peu ce spectre PMM d'aller vers le marché, d'aller travailler le positionnement, les personas, les choses qui sont un peu en frontière. Ou je choisis de dire, en fait, mon PM, c'est PM / il doit faire aussi du product marketing. Du coup, je peux aller moins en profondeur et plus en largeur. Et donc, ça, c'est une question et c'est un choix aussi stratégique de se dire, OK, comment est-ce que je veux organiser mon équipe produit? Comment est-ce que je me sens en tant que PM par rapport à mes aspirations-là? La deuxième partie, c'est quand il y a un besoin de clarifier, positionner le positionnement, quand c'est pas très clair, quand on sait pas qui on s'adresse à tout le monde, quand on fait un produit mais on sait pas trop quel ordre, qu'est-ce qu'il faut, comment trouver son marché. Et la dernière partie, quand on connaît son marché, quand on a trouvé son positionnement et qu'il y a besoin d'accélérer, donc d'aller masteriser le go-to-market, donc que ce soit le lancement de nouvelles fonctionnalités, le lancement de nouvelles géographies aussi, lancement de nouveaux produits ou d'une nouvelle catégorie, là aussi, ça peut aider et être très contributeur d'avoir un product marketing qui va être vraiment focus sur cette partie-là pour accélérer et du coup laisser la bande passante au PM pour se concentrer sur ses missions essentielles. Je crois que c'était ma dernière slide. Voilà, d'ailleurs, oui, Useful Resources, si jamais le sujet PMM vous intéresse, vous pouvez screenshotter quelques personnes intéressantes sur LinkedIn, quelques livres intéressants, notamment le positionnement avec Obviously Awesome, pour avoir une vision assez globale du product marketing, de comment l'intégrer. Le livre Loved est très bien parce que
il est très bien structuré, beaucoup de frameworks qui sont intéressants juste à prendre. C'est pas un livre qu'on lit de A à Z, mais plutôt selon des problématiques. Ça peut être intéressant. En termes de communauté, il y a Product Marketing Alliance et Sharebird où il y a énormément de contenu. Mon podcast, si ça vous intéresse aussi. Et le Mom Test, qui est aussi un livre, je pense qui est très connu pour les designers et product managers sur les bonnes questions à poser. Et voilà, c'est fini pour moi. Si vous avez des questions, avec plaisir pour y répondre. Ouais, merci Carlotta, c'était super cool, très intéressant. Et on va prendre quelques questions du coup. Donc j'ai une question de Denis. Où se situe la responsabilité de la connaissance des utilisateurs et de la recherche utilisateur dans des organisations qui intègrent des PMM? Historiquement, c'était plutôt au PMM et au product designer d'en être responsable, mais aujourd'hui, comment ça se passe? Oui. Alors, je pense que en fait, c'est pas l'un ou l'autre. Et c'est le message que j'ai essayé de passer au début de ma présentation, c'est que la connaissance utilisateur, la recherche utilisateur, elle est indispensable pour construire le bon produit, côté PM et designer. Elle est indispensable pour passer les bons messages et développer des bons contenus et aller mettre le produit correctement sur le marché. Donc, c'est pas uniquement le côté PM ou product design ou côté PMM, c'est les trois. Souvent, c'est un travail qui va se faire ensemble, en fait. Aujourd'hui, chez Decathlon Andorre, par exemple, les sujets de user research, entretien utilisateur, c'est souvent le product designer qui va vraiment prendre le lead dessus. C'est lui qui est le plus expert sur comment savoir mener des interviews, etc. Moi, je vais me plugger en fait à ces interviews-là et poser mes questions, écouter parce que tous les insights qui ressortent, ça m'intéresse pour derrière écrire les messages et potentiellement, soit je leur demande de poser des questions pour moi si je peux pas assister, ou sinon c'est poser des questions directement sur ce qui m'intéresse. Et après, une deuxième chose, je pense que je peux rajouter, c'est que comme je le disais, on va pas forcément regarder les mêmes choses. Par exemple, le PMM va plutôt prendre le lead sur la connaissance utilisateur, mais dans l'ensemble, de se dire en fait quelle est la cible qu'on veut aller chercher. Donc de travailler les personas et de se dire ok, on a un persona A qui est comme ça avec tel comportement, tel besoin, persona B, persona C. Nous on va aller chercher notre objectif stratégique, c'est d'aller chercher cette cible là pour telle et telle raison. Ça va être plutôt le product marketing. Et ensuite, côté PM, product design, ça va être, OK, du coup, comment je construis ma roadmap, mon produit, pour aller chercher cette cible-là et être beaucoup plus dans le micro, dans cette fonctionnalité, comment elle va être perçue, comment elle est comprise, etc., etc. Super clair. Merci Carlotta. Et je crois que tu as aussi du coup répondu à une autre question, une question de Rami qui disait que comment c'est articulé le travail entre PMM et designer. Est-ce qu'il y a des mutualisations de tâches, des études user? Est-ce que des UX researchers ont pu questionner des users pour apprendre des notions de marketing ou même des notions d'offres, prix, etc. Tu as répondu en fait en même temps en disant que justement, voilà, c'est un travail commun que donc effectivement la connaissance utilisateur incombe à toute l'équipe produit, donc PMM, PM, product designer. Ouais. Que cette connaissance, effectivement, parfois en fonction du scope, elle va nécessiter des questions différentes, mais que tout peut être mutualisé, que quand vous allez faire des entretiens auprès des utilisateurs, enfin des interviews auprès des utilisateurs, finalement, on va pas aller interviewer 10 000 personnes différentes avec à chaque fois des questions spécifiques selon le scope. Finalement, tu prends 10 utilisateurs, tu les interviews tous de la même manière en articulant en fait ton entretien avec des questions parfois plus ciblées pricing, parfois plus ciblées recherche vraiment utilisateur, etc. quoi. Est-ce que j'ai bien résumé ou... Ouais, c'est ça. Et après, là, du coup, c'est très quali. Il y a aussi toute la partie quanti que, du coup, nous, on peut travailler. Et ça, on travaille aussi beaucoup avec l'équipe marketing et notamment sur notre audience, d'envoyer des questionnaires aussi et de demander. Et en fait, côté marketing, du coup, le travail, ça va être de dire, en fait, quel est le type de contenu qui plaît, qu'est-ce que vous attendez en termes de contenu, de messages,
Est-ce que c'est du contenu produit? Typiquement, pourquoi est-ce qu'on parle plus de produits aujourd'hui chez Decathlon Outdoor? C'est suite à une étude qu'on avait faite où on demandait comment est-ce que vous découvrez les nouvelles fonctionnalités. 80% nous disaient tout seul parce que je vais sur l'app. Et quand on demandait quel type de contenu vous aimeriez avoir plus, à 70%, c'était plus de contenu produit. Donc, on se dit, bon, il y a quelque chose. Donc, c'est aussi comme ça où on se dit, OK, on peut ajuster par rapport à qui on veut s'adresser. Il y a l'utilisateur, mais il y a aussi, en tant qu'utilisateur, je vais aussi consommer du contenu et je vais potentiellement aussi rechercher, faire d'autres choses à côté, avoir d'autres passions, d'autres hobbies. Et c'est là aussi que ça peut nous aider pour se dire, est-ce qu'il y a des potentiels partenariats qui peuvent faire sens aussi par rapport, je sais pas, à d'autres acteurs sur le marché de l'outdoor ou du bien-être, n'importe quoi. Et donc, c'est ces informations-là aussi qui sont super utiles et importantes à avoir aussi. Et super. Super clair. Merci beaucoup, Carlotta. J'ai plus de questions pour toi. Merci à vous. C'était super, super intéressant. Je suis ravi de t'avoir eu sur ce webinaire. Et puis, nous, on reste en contact. Oui, avec plaisir. Je sais pas si est-ce que les gens ils peuvent te contacter sur LinkedIn s'ils ont des questions? Ouais, bien sûr. Sans problème, me contacter par message privé sur LinkedIn, avec grand plaisir pour continuer les discussions. Et super. Merci encore, Carlotta. Et puis, bon appétit. Ouais, bon app. Merci. Ciao. Salut.